Le 12 novembre 2010, le village de Saint-Martin-de-Londres se réveille sous un ciel couvert. L'air frais du matin enveloppe les ruelles. Sur une table de cuisine, une tasse de café encore chaude attend Claire Dubois. Mais elle n'est plus là. Comment un détail technique, 13 ans plus tard, a-t-il pu relancer cette affaire? Si une investigation sérieuse vous intéresse, inscrivez-vous maintenant. Cela maintient le cas en vie. Claire Dubois, 34 ans, était l'âme de ce village de l'Hérault. Ses yeux clairs reflétaient la lumière de la garrigue. Son sourire franc accueillait chacun sans distinction. Elle rêvait d'ouvrir un petit atelier d'artisanat local, exposant les créations des vignerons et des artistes du coin. Une passion pour le terroir l'animait. Elle connaissait chaque sentier. Chaque matin, elle passait prendre son croissant au café de la place. Puis elle rentrait chez elle, rue de l'Église, avant de commencer sa journée. Elle aimait le parfum des lavandes, même en novembre. Corinne, sa meilleure amie depuis l'enfance, se souvient de cette odeur. Claire était le genre de personne qui remplissait une pièce de sa présence, confie-t-elle, la voix serrée. Une femme pleine de vie, toujours prête à aider. Capitaine Dubois, de la gendarmerie de Lodève, décrit une femme sans histoire, parfaitement intégrée. Aucun antécédent, aucune inimitié connue. Une routine paisible, brisée ce vendredi. Le 12 novembre, Claire est vue pour la dernière fois à 7h30. Elle quitte le café après son croissant habituel. Des caméras de surveillance, face à la place, la montrent marchant vers sa rue. À 8h, elle devrait être chez elle. Un appel manqué de Corinne, à 9h, reste sans réponse. Le rendez-vous de midi pour déjeuner n'aura jamais lieu. Sa voiture est garée devant sa maison. Comme toujours, les clés sont sur le contact. Mais son sac à main, avec ses papiers et son téléphone, a disparu. Un sac qu'elle ne quittait jamais. Où est passé ce sac, si elle n'est pas partie volontairement? Jusqu'à présent, ce détail vous alerte? Commentez avec votre première impression. La gendarmerie de Lodève ouvre immédiatement une enquête pour disparition inquiétante. 3 hypothèses principales émergent rapidement. La première, un départ volontaire, semble peu probable. Claire n'avait laissé aucune note, aucune indication. Ses projets d'atelier étaient en pleine effervescence. La seconde, un accident, est envisagé. La garrigue, les sentiers rocailleux, la rivière Hérault à 15 km. Un accident de randonnée est-il possible? Enfin, la troisième hypothèse, celle d'une mauvaise rencontre. Le capitaine Dubois écarte la fuite. Claire aimait trop sa vie ici, explique-t-il. Le brigadier-chef Martin, de la brigade locale, organise les premières recherches. Des équipes ratissent la garrigue environnante. Des chiens pisteurs sont déployés, ils marquent un point près d'un ancien lavoir. Plus de 500 heures de recherche intensive sont menées. Les habitants du village se mobilisent, arpentant chaque recoin. Mais aucune trace de Claire. Le sac à main de Claire n'a jamais été retrouvé. Est-ce un simple oubli ou une preuve essentielle manquante? Si ces données doivent atteindre plus de gens, laissez un like maintenant. La piste du départ volontaire s'affaiblit de jour en jour. Comment disparaître sans un mot, sans ses affaires? Les enquêteurs se concentrent sur les 2 autres pistes. L'hypothèse de l'accident est explorée. Des plongeurs sondent, des drones survolent les zones escarpées. La météo du 12 novembre était clémente, mais un faux pas est toujours possible. Quelque chose ne colle pas. La vie de Claire était trop ancrée. Elle n'était pas le genre à s'évaporer. Le passé de Claire est examiné. Ses amis et sa famille sont interrogés. Le capitaine Dubois explore toutes les relations. 25 personnes sont entendues dans les premières semaines. Des témoignages, des alibis, des doutes. Le village, d'ordinaire si calme, est secoué par cette incertitude. Les habitants se sentent vulnérables. Une ombre plane sur Saint-Martin-de-Londres. La tranquillité est brisée. Quel secret cachait ce village? Ou plutôt, quel secret a-t-il vu? Les recherches s'intensifient. La gendarmerie diffuse un avis de recherche nationale. Son portrait, ses traits distinctifs. Les appels affluent, mais aucun ne mène à une piste sérieuse. Des signalements farfelus, des espoirs déçus. Chaque appel est vérifié, chaque rumeur est explorée.
Les jours deviennent des semaines, les semaines des mois. Le dossier s'épaissit, mais reste vide de réponses concrètes. La famille de Claire vit un cauchemar éveillé. Comment continuer sans savoir? Le capitaine Dubois ne lâche rien. Nous devons une réponse à Claire et à ses proches, affirme-t-il. Les enquêteurs reviennent sur les lieux. Ils réexaminent chaque détail. La maison de Claire est fouillée minutieusement. Chaque objet est analysé. Rien d'anormal. Pas de signe d'effraction. L'Asie s'est arrêtée brutalement. Le téléphone de Claire, introuvable, ne borne plus depuis le matin de sa disparition. Un silence radio total. Est-ce un signe de fuite ou d'une intervention extérieure? Les hypothèses se heurtent à un mur. Pas de corps, pas d'indice majeur. Le temps passe et l'affaire Claire Dubois semble s'enliser. Le dossier risque d'être classé comme tant d'autres disparitions. Les familles restent dans l'attente. Mais un détail infime, une coïncidence inattendue, va tout changer. Une preuve génétique sortie de l'ombre va propulser l'enquête dans une direction inimaginable. Un fil invisible reliait peut-être Claire à un autre drame bien plus vaste. Mais comment une simple empreinte a-t-elle pu briser 13 ans de silence? 13 ans de silence pesaient sur l'affaire Claire Dubois. Le dossier, presque refermé, attendait son destin. Mais au fond d'un laboratoire montpelliérain, une petite fiole, un échantillon anonyme, allait briser cette chape de plomb. Un simple frottis buccal, prélevé lors d'une affaire criminelle sans lien apparent, a été analysé. Les machines ont craché leurs données. Des séquences génétiques alignées. C'est là que l'impensable s'est produit. Une correspondance. Un match parfait. L'ADN de Claire Dubois, enfin retrouvé. Comment une trace microscopique a-t-elle pu ressurgir après tant d'années? La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre. Pas de corps, pas d'aveu, mais une preuve irréfutable. L'ADN de Claire était présent sur la scène d'un crime commis 6 ans plus tard, à plus de 200 km de Saint-Martin-de-Londres. Une agression violente, non fatale, dans les Pyrénées-Orientales. Le docteur Léa Moreau, généticienne au laboratoire de Montpellier, a supervisé l'analyse. C'était un choc. Nous avons vérifié, revérifié. Le profil était formel, explique-t-elle. La probabilité d'une coïncidence était de 1 sur des milliards. Ce détail changeait tout. La lumière froide des néons du laboratoire éclairait des chiffres. Des marqueurs spécifiques, des allèles. Le nom de Claire Dubois est apparu sur l'écran. C'était une preuve silencieuse, mais criante. Elle liait Claire à un événement qu'aucun enquêteur n'aurait pu imaginer. Un pont inattendu entre deux drames. La disparition de Claire n'était plus un cas isolé. Elle s'inscrivait désormais dans un tableau bien plus vaste, bien plus sombre. Quelle était la nature de ce lien? Le capitaine Dubois, qui n'avait jamais abandonné l'espoir, a été le premier informé. Son équipe a dû revoir toutes les certitudes. L'hypothèse du départ volontaire s'est définitivement effondrée. L'accident en garrigue, lui aussi, devenait invraisemblable. Claire n'avait pas simplement disparu. Elle avait été emportée et son destin s'était lié à un inconnu violent. Le crime des Pyrénées-Orientales avait pour suspect un homme, Jean-Luc R., déjà connu des services. Son ADN était également sur la scène. Un nom, enfin, apparaissait. Comment ce Jean-Luc R. était-il lié à Claire? La timeline de ce 12 novembre 2010 a été réexaminée. Chaque minute, chaque mouvement de Claire. Elle avait quitté le café à 7h30. Son sac et son téléphone avaient disparu. Sa voiture était restée là. Le capitaine Dubois se remémore un détail. Nous avions trouvé une petite égratignure sur le montant de la porte arrière, côté passager, précise-t-il. À l'époque, c'était un détail sans importance. Aujourd'hui, cette trace insignifiante prenait un sens macabre. Elle pouvait témoigner d'une lutte, d'un enlèvement forcé. Ce que l'on pensait être une routine était en fait le prélude à un drame. La vie paisible de Saint-Martin-de-Londres avait été trompeuse. La disparition de Claire n'était pas un simple fait divers local. Elle était une pièce d'un puzzle criminel bien plus grand. L'enquête a basculé. Les 500 heures de recherche initiale, les battus, les plongeurs, tout cela avait été mené avec des hypothèses erronées. La piste d'une mauvaise rencontre prenait une toute autre dimension. Ce n'était plus un agresseur de passage, mais un prédateur en série. Un homme dont le nom était désormais connu.
Comment se fait-il que personne n'ait fait le lien avant? Le suspect, Jean-Luc R., avait été interpellé dans le cadre de l'agression des Pyrénées-Orientales. Il avait nié les faits. Son profil génétique était dans le fichier national. C'est ce fichier qui a permis le rapprochement. Une immense base de données gérée par l'Institut national de police scientifique. Des millions d'échantillons. Un travail de fourmi qui a porté ses fruits. Combien d'autres affaires non résolues pourraient être liées par l'ADN? L'enquête s'est concentrée sur Jean-Luc R. Son emploi du temps en novembre 2010 a été passé au crible. Il travaillait alors comme livreur pour une entreprise basée à Montpellier. Ses trajets le menaient parfois dans la région de l'Hérault. Il connaissait les routes secondaires, les chemins de garrigues. Il avait une parfaite connaissance du terrain. Il avait pu passer inaperçu. Ses habitudes, ses déplacements, ses contacts. Tout était réévalué à la lumière de cette nouvelle preuve. Il avait été interrogé, mais son alibi semblait solide à l'époque. Avait-il menti? Le capitaine Dubois a convoqué une nouvelle équipe, spécialiste des affaires non élucidées. Le dossier Claire Dubois a été rouvert avec une urgence renouvelée. Les anciens témoignages ont été réexaminés. Les amis, la famille, avaient-ils un lien, même ténu, avec Jean-Luc R? Avait-il été vu à Saint-Martin-de-Londres ce jour-là? Le village, si discret, avait-il manqué un détail crucial? Le silence de la garrigue cachait-il une vérité encore plus effrayante? Les enquêteurs ont refait le chemin de Claire, de son café à sa maison. Une distance de seulement quelques centaines de mètres. C'est là que tout a basculé. Quelque part sur ce court trajet, Claire avait rencontré son agresseur. L'égratignure sur la voiture, le sac disparu. Tous ces éléments prenaient un sens nouveau, glaçant. Le contraste entre la quiétude du village et la brutalité de l'acte était saisissant. La tranquillité apparente avait masqué un danger insoupçonné. Quelle était la véritable nature de cette rencontre? Les trois hypothèses initiales sont devenues obsolètes. La disparition de Claire était désormais une affaire d'enlèvement et de séquestration, potentiellement liée à un crime en série. Le profil de Jean-Luc R. correspondait à celui d'un agresseur opportuniste, opérant sur des zones de passage. Ce match ADN n'était pas seulement une piste, c'était une accusation silencieuse. Une accusation qui réclamait des réponses. Jusqu'ici, quelle est votre théorie? Commentez avec la lettre de l'hypothèse A, enlèvement par Jean-Luc R, B, complicité locale, ou C, autre agresseur non identifié, et le pourquoi de votre choix. Le lien avec Jean-Luc R a transformé l'affaire Claire Dubois. Cet homme, déjà connu pour des faits de violence, représentait un profil bien précis. Un agresseur opportuniste, capable de frapper rapidement sans laisser de témoins directs. Il sillonnait la région, ses livraisons l'amenant souvent sur des routes secondaires. Il connaissait les chemins discrets, ces recoins de garrigues où l'on disparaît sans un cri. La question n'était plus qui, mais comment une disparition pouvait être si parfaitement orchestrée dans un village aussi tranquille. Son alibi pour le 12 novembre 2010 avait été vérifié à l'époque. Il avait déclaré travailler, effectuant des livraisons entre Montpellier et le Gard. Ses bordereaux de livraison et les témoignages de clients semblaient le disculper. Mais avec l'ADN, chaque détail de cet alibi a été remis en question. Un livreur est seul sur sa route la plupart du temps. Les fenêtres de temps existent. Un détour de quelques kilomètres, un arrêt de 30 minutes pouvait passer inaperçu. Les enquêteurs ont recalculé chaque trajet, chaque kilomètre parcouru. Était-il possible de se trouver à Saint-Martin-de-Londres à 7h30, puis de reprendre sa route sans éveiller les soupçons? Le capitaine Dubois, le regard sombre, a relancé l'analyse des relevés GPS de l'entreprise de livraison quand ils existaient. À l'époque, la technologie n'était pas celle d'aujourd'hui, admet-il. Mais nous avons des données brutes, des points de passage. Nous cherchons une anomalie, un vide. Un vide dans le temps, un écart dans le kilométrage. Des milliers de points de données à passer au crible. Un travail colossal, mais essentiel. Que cachait ce silence numérique? La scène de l'enlèvement, désormais,
se dessinait avec une clarté effrayante. Claire sortant du café, marchant tranquillement vers sa maison. Une rue peu passante à cette heure matinale. Un véhicule s'arrête, une discussion rapide ou un geste brusque. L'égratignure sur la voiture de Claire, près de la portière passager, n'était plus un accident de stationnement. Elle devenait la marque d'une lutte désespérée. La violence de cet instant, à quelques pas de chez elle, était inimaginable. Comment cette image de sérénité avait-elle pu être brisée si brutalement? Le sac à main de Claire, introuvable, prenait un sens nouveau. S'il avait été emporté, c'était pour effacer toute trace. Le téléphone portable, éteint dès 8 heures, ne laissait aucune borne. Jean-Luc R. était-il un professionnel du crime ou un homme qui agissait par impulsion, mais avec une connaissance suffisante pour brouiller les pistes? Les enquêteurs ont étudié ses précédentes affaires. Un schéma se dessinait. Des victimes isolées, des agressions rapides. Un mode opératoire opportuniste. Sa connaissance du terrain lui permettait de choisir des lieux isolés pour ses crimes. Saint-Martin-de-Londres, malgré sa quiétude, offrait-il des opportunités d'isolement? Les habitants du village ont été réinterrogés, mais cette fois avec une nouvelle grille de lecture. Aviez-vous remarqué un véhicule étrange ce matin-là? Un utilitaire? Une camionnette de livraison? Quelqu'un qui ne serait pas du village? Les souvenirs sont flous après 13 ans, mais la gendarmerie ne lâche rien. Le brigadier-chef Martin, toujours en poste, se souvient de la frustration initiale. Nous cherchions un motif local, une querelle, pas un fantôme de la route, dit-il. La nouvelle perspective était déroutante, mais libératrice. Elle donnait enfin une direction. L'analyse de l'ADN a non seulement identifié Jean-Luc R., mais a également permis de relier Claire Dubois à d'autres affaires non résolues. Le docteur Léa Moreau a confirmé que son profil génétique était également présent sur 2 autres scènes de crime. L'une dans le Gard, en 2012, l'autre en Ardèche, en 2013. Des agressions similaires, des victimes ayant survécu, mais traumatisées. Claire n'était pas une victime isolée. Elle était potentiellement la première d'une série. Ce prédateur avait-il agi avant 2010? Le temps est devenu un allié inattendu. Les progrès technologiques ont permis de revisiter des preuves anciennes. Des prélèvements, jugés insignifiants à l'époque, ont été réanalysés. La science offrait une seconde chance. Des microtraces, des fibres, des cheveux. Autant d'éléments qui, combinés à l'ADN, pouvaient construire un tableau plus complet. Le capitaine Dubois croit à l'effet domino. Une découverte en entraîne une autre, explique-t-il. Chaque nouvelle information est une pièce du puzzle. Mais où se trouvait la pièce maîtresse, le corps de Claire? La recherche du corps de Claire est devenue la priorité absolue. Si Jean-Luc R. était l'agresseur, il devait savoir où elle se trouvait. Les zones de recherche ont été redéfinies. Non plus la garrigue immédiate de Saint-Martin-de-Londres, mais les zones le long de ses itinéraires de livraison. Des centaines de kilomètres de routes secondaires, de bois, de friches. La tâche était immense, mais désormais ciblée. Des équipes de spéléologues ont été sollicitées pour explorer des grottes et des avents, nombreux dans la région. Un travail d'une extrême difficulté. Combien de secrets la Terre gardait-elle encore? Les enquêteurs ont dressé une carte des zones de silence de Jean-Luc R. Ces endroits où il aurait pu s'arrêter sans être vu, sans laisser de traces numériques ou humaines. Des aires de repos désertes, des chemins forestiers. La garrigue, si belle, si vaste, pouvait aussi être un cimetière silencieux. L'idée que Claire ait pu être cachée si près, mais si loin de toute recherche initiale, était déchirante pour sa famille. Il vivait dans l'attente, une attente renouvelée par l'espoir que la vérité éclate enfin. Si vous croyez que raconter cette histoire peut aider quelqu'un, laissez le like pour pousser cette vidéo. Le profil psychologique de Jean-Luc R. a été affiné. Le procureur de Montpellier, M. Antoine Lefebvre, a souligné la nature méthodique de l'agresseur. Il ne s'agissait pas d'un crime passionnel, mais d'une prédation, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Une absence d'empathie,
une planification minimale, une exploitation des opportunités. Ce type de criminel est souvent capable de dissimuler ses victimes avec une efficacité glaçante. La question demeure: où était Claire pendant tout ce temps? L'enquête a également exploré la possibilité d'une complicité. Jean-Luc R. aurait-il pu agir seul? Ou quelqu'un l'aurait-il aidé à dissimuler Claire, à cacher le sac, le téléphone? Dans les affaires de longue date, la mémoire humaine est une ressource fragile. Les souvenirs se déforment, les détails s'estompent. Mais la science, elle, ne ment pas. L'ADN avait parlé. Il fallait maintenant le faire parler plus fort. Qu'allait révéler la prochaine étape de cette enquête complexe? La prochaine étape de cette enquête complexe s'est concentrée sur l'alibi de Jean-Luc R. pour le 12 novembre 2010. Son emploi du temps, jadis considéré comme solide, a été passé au peigne fin. Le capitaine Dubois a fait rouvrir les archives de l'entreprise de livraison. Chaque feuille de route, chaque bon de commande, chaque souche de paiement a été numérisée. Un travail d'une minutie extrême. Que cachait la paperasse du passé? Les enquêteurs ont reconstitué ces trajets exacts. Ils ont comparé les kilomètres déclarés avec les distances réelles. Une équipe a même refait les itinéraires, chronomètre en main. Les données GPS des véhicules de 2010 étaient rudimentaires, mais elles existaient. Des points de passage, des heures d'arrivée. Ils cherchaient une anomalie, un trou dans l'emploi du temps, une fenêtre de 30 minutes, 1 heure. Un laps de temps suffisant pour commettre l'irréparable. Le temps est une donnée implacable. Le brigadier-chef Martin, qui avait participé aux premières recherches, se souvenait de l'absence de piste. « Nous n'avions aucun point de départ concret, dit-il. Maintenant, nous avions un nom, un visage. Le défi était de prouver sa présence à Saint-Martin-de-Londres. Ses livraisons ce jour-là le menaient vers le nord de Montpellier. Un détour par Saint-Martin-de-Londres, situé à l'ouest, était-il plausible? L'analyse a révélé une zone d'ombre. Entre 7h45 et 8h45 ce matin-là, Jean-Luc R. n'avait aucune livraison enregistrée. Son véhicule était censé être en transit entre 2 points distants de 60 km. Un trajet qui, en conditions normales, prenait environ 45 minutes. Il restait un delta de 15 minutes inexpliqué. 15 minutes. Est-ce suffisant pour changer un destin? Cette fenêtre de silence est devenue le point central de l'enquête. Le capitaine Dubois a fait analyser les données de bornage téléphonique de l'époque, même si elles étaient moins précises. Jean-Luc R. possédait un téléphone portable. Ses appels et SMS ont été épluchés. Aucune activité significative dans la zone de Saint-Martin-de-Londres. Mais l'absence de signal n'est pas une preuve d'absence. Un téléphone peut être éteint. Il peut être laissé ailleurs. Un détail ancien est revenu à la surface. Un témoin, un agriculteur du village, avait déclaré avoir vu un utilitaire blanc garé brièvement près de la rue de l'église, vers 7h45. Il n'y avait pas prêté attention à l'époque. Les véhicules de livraison étaient courants. Mais la description, un vieux fourgon blanc, correspondait au modèle utilisé par Jean-Luc R. en 2010. Un simple détail visuel oublié pendant 13 ans. Un fourgon blanc, anodin, devient soudain sinistre. Le témoignage de l'agriculteur a été réexaminé sous un nouvel angle. Monsieur Jean-Pierre Laurent, agriculteur à la retraite, se souvient maintenant mieux. C'était le seul véhicule que je n'avais pas l'habitude de voir à cette heure-là, a-t-il précisé. Il avait même pensé que le chauffeur était perdu. Ce souvenir, d'abord anecdotique, prenait une valeur capitale. Il plaçait potentiellement Jean-Luc R. sur les lieux, au moment crucial. Ce type de témoignage fragile, comment le transformer en preuve solide? La gendarmerie a exploré les connexions entre Jean-Luc R. et Saint-Martin-de-Londres. Avait-il de la famille, des amis, des clients réguliers dans le village? Les registres ont été vérifiés. Rien d'officiel. Il semblait n'avoir aucun lien personnel. Il était un étranger de passage, ce qui renforçait l'hypothèse d'une agression opportuniste. Claire Dubois était au mauvais endroit, au mauvais moment. Son destin croisé avec un prédateur. Mais pourquoi elle spécifiquement?
La fenêtre de silence de Jean-Luc R coïncidait parfaitement avec la disparition de Claire. Elle quittait le café à 7h30, marchait vers chez elle. L'utilitaire blanc de Jean-Luc R aurait pu l'attendre. L'égratignure sur la voiture de Claire prenait un sens plus précis. Une lutte brève, une tentative de résister. Le sac à main disparu, son contenu, tout était emporté pour effacer l'identité. Une scène d'enlèvement, désormais plus qu'une hypothèse. Elle devenait une reconstruction. Les enquêteurs ont alors confronté Jean-Luc R avec ces nouvelles données. Les bordereaux, la fenêtre de temps, le témoignage de l'agriculteur. Il a nié avec véhémence. Son alibi, même avec ses failles, était sa seule défense. Il a affirmé avoir fait une pause, pris un café sur une aire d'autoroute. Mais aucune preuve ne venait étayer ses dires. Le doute s'installait. Son profil génétique était irréfutable. Comment expliquer l'ADN de Claire sur une autre scène de crime si ce n'était pas lui? La pression montait sur le suspect. Le capitaine Dubois a insisté sur les contradictions. Son récit ne tenait plus. A-t-il déclaré lors d'une audition. Trop de coïncidences, trop de zones d'ombre. L'affaire Claire Dubois, autrefois figée, s'accélérait. L'ADN n'était pas un simple indice. C'était un faisceau de preuves silencieux mais accablant. Il fallait maintenant trouver la preuve matérielle, le corps de Claire. Mais où chercher dans cette immensité? L'analyse des habitudes de Jean-Luc R a révélé une tendance à utiliser des zones isolées pour ses crimes. Des endroits où la nature reprenait ses droits. Des forêts denses, des carrières abandonnées, des ravins. Le long des routes qu'il empruntait, des centaines de lieux potentiels ont été identifiés. Des cartes ont été dressées, des zones de recherche prioritaires définies. Des équipes spécialisées ont été déployées avec des chiens de détection de restes humains. Combien de ces lieux recelaient encore des secrets? La famille de Claire, brisée par 13 ans d'incertitude, retrouvait un semblant d'espoir. La vérité était à portée de main. Mais la douleur était immense. Savoir que Claire avait été victime d'un prédateur en série, c'était une nouvelle blessure. Corinne, son amie, espérait enfin un lieu pour se recueillir. « Nous avons besoin de la retrouver », a-t-elle murmuré, la voix brisée. Un lieu de mémoire, un endroit pour dire adieu. Si ces données vous interpellent, activez le signigno. Le prochain Achan peut vous prendre de surprise. Les recherches se sont intensifiées dans les zones identifiées. Des forêts domaniales, des garrigues reculées, des bords de rivières. Chaque parcelle de terre était scrutée. Des drones équipés de caméras thermiques ont survolé des zones difficiles d'accès. Des géoradars ont été utilisés pour sonder le sol. La technologie, qui avait permis de relancer l'enquête avec l'ADN, était désormais mise au service de la recherche du corps. Quel secret la Terre allait-elle enfin livrer? L'enquête sur Jean-Luc R a mis en lumière d'autres disparitions non élucidées dans la région. Des femmes avec des profils similaires à Claire, disparues sans laisser de traces. Le capitaine Dubois a fait le lien avec 2 cas, l'un dans le Gard, l'autre en Ardèche, où l'ADN de Jean-Luc R avait été retrouvé sur les scènes d'agression. Claire n'était pas la seule. Il y avait d'autres victimes, d'autres familles en quête de réponse. Ce prédateur avait-il un long passé criminel? Les pistes se resserraient autour de Jean-Luc R. L'ADN, la fenêtre de temps, le témoignage de l'agriculteur. Tout convergeait. Le puzzle prenait forme. Le silence de 13 ans était brisé. La justice était en marche. Mais l'absence de corps restait un obstacle majeur. Sans preuve matérielle de la mort, la tâche était encore immense. La famille de Claire méritait une conclusion. Comment cette histoire allait-elle enfin se terminer? La quête du corps de Claire est devenue l'obsession des enquêteurs. Des centaines de kilomètres carrés, des zones escarpées, des gouffres. La nature, complice involontaire, gardait son secret avec une ténacité glaçante. Jean-Luc R, confronté à l'ADN, restait muré dans son silence. Son refus de coopérer ajoutait à la douleur de la famille. Comment percer cette carapace de déni? Le capitaine Dubois savait que sans le corps, le dossier resterait incomplet. « Nous avons le coupable, il nous manque la victime », a-t-il confié. La garrigue cachait potentiellement un cimetière.
Les équipes de recherche, épuisées, ne relâchaient pas leurs efforts. Des dizaines de spéléologues ont exploré 15 avants et grottes. Combien de vies avaient été brisées par cet homme? Corinne, l'amie de Claire, a lancé un appel émouvant. « Nous voulons juste la ramener à la maison », a-t-elle imploré. Un lieu de recueillement, une tombe. C'était la dernière pièce du puzzle émotionnel. L'ADN avait révélé le qui, mais le où restait un mystère cruel. Abonnez-vous et commentez la scène qui vous a le plus glacé et le détail technique qui a bouleversé votre théorie. Les enquêteurs ont utilisé des cartes de chaleur basées sur les habitudes de Jean-Luc R. Des zones isolées, accessibles par des chemins de terre. Une soixantaine de sites ont été identifiés comme prioritaires. Des équipes cynophiles spécialisées ont été déployées sur 30 de ces sites. Le silence de ces lieux est assourdissant. Que révéleraient les prochaines fouilles? Cette révélation a secoué Saint-Martin-de-Londres. La quiétude semblait désormais fragile. Le capitaine Dubois a insisté sur l'importance de la vigilance collective. Chaque détail compte, même des années après, a-t-il déclaré. La disparition de Claire, un drame personnel, est un rappel brutal des dangers. Que restait-il à faire pour briser le dernier silence? La quête du corps de Claire est devenue l'obsession des enquêteurs. Des centaines de kilomètres carrés, des zones escarpées, des gouffres. La nature, complice involontaire, gardait son secret avec une ténacité glaçante. Jean-Luc R., confronté à l'ADN, restait muré dans son silence. Son refus de coopérer ajoutait à la douleur de la famille. Comment percer cette carapace de déni? Le capitaine Dubois savait que sans le corps, le dossier resterait incomplet. « Nous avons le coupable, il nous manque la victime », a-t-il confié. La garrigue cachait potentiellement un cimetière. Les équipes de recherche, épuisées, ne relâchaient pas leurs efforts. Des dizaines de spéléologues ont exploré 15 avants et grottes. Combien de vies avaient été brisées par cet homme? Corinne, l'amie de Claire, a lancé un appel émouvant. « Nous voulons juste la ramener à la maison », a-t-elle imploré. Un lieu de recueillement, une tombe. C'était la dernière pièce du puzzle émotionnel. L'ADN avait révélé le qui, mais le où restait un mystère cruel. Abonnez-vous et commentez la scène qui vous a le plus glacé et le détail technique qui a bouleversé votre théorie. Les enquêteurs ont utilisé des cartes de chaleur basées sur les habitudes de Jean-Luc R. Des zones isolées, accessibles par des chemins de terre. Une soixantaine de sites ont été identifiés comme prioritaires. Des équipes cynophiles spécialisées ont été déployées sur 30 de ces sites. Le silence de ces lieux est assourdissant. Que révéleraient les prochaines fouilles? Cette révélation a secoué Saint-Martin-de-Londres. La quiétude semblait désormais fragile. Le capitaine Dubois a insisté sur l'importance de la vigilance collective. Chaque détail compte, même des années après, a-t-il déclaré. La disparition de Claire, un drame personnel, est un rappel brutal des dangers. Que restait-il à faire pour briser le dernier silence? À ce jour, le corps de Claire Dubois n'a pas été retrouvé. Jean-Luc R. a été mis en examen et placé en détention provisoire pour enlèvement, séquestration et agression sur d'autres victimes. Mais l'accusation de meurtre dans le cas de Claire reste en suspens, faute de preuves matérielles directes. Le procureur Antoine Lefebvre a réitéré l'appel à témoins. Toute information, même minime, sur les habitudes de Jean-Luc R. ou des lieux isolés qu'il fréquentait en 2010 est cruciale, a-t-il souligné. La famille de Claire mérite une sépulture. L'affaire Claire Dubois est un rappel glaçant. Un petit village, une vie tranquille, peuvent basculer en un instant. Elle démontre surtout le pouvoir inattendu de la science. Un simple frottis buccal, une minuscule trace génétique, peut rouvrir un dossier classé et donner une voix à ceux qui n'en ont plus. C'est une lueur d'espoir pour toutes les familles qui attendent. Si vous croyez que raconter cette histoire peut aider quelqu'un, laissez le like pour pousser cette vidéo. Le 12 novembre 2010, le destin de Claire a été brisé. 13 ans plus tard, l'ADN a parlé, offrant un début de vérité. Son histoire, celle d'une femme pleine de vie arrachée à son quotidien, est devenue le symbole d'une justice lente mais tenace. La lumière est faite sur l'ombre. Le prochain épisode explorera un autre mystère
où le temps a joué un rôle cruel. Pour ne rien manquer, inscrivez-vous maintenant.